Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bonjour, je suis Lenny Kessler, l'un des membres de CFA Society France et hôte avec Philippe et Myriam de ce podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Cyrus Farangui, consultant, enseignant en transition écologique. Bonjour Cyrus. Bonjour Lenny. Merci d'être là. Nous allons essayer de parler de l'environnement dans lequel évoluent tous les secteurs de l'économie, dont la finance évidemment, et en particulier aujourd'hui des limites planétaires du système dans lequel on évolue. Tout à fait, vaste sujet et passionnant. Est-ce que tu pourrais peut-être en première question nous éclairer sur pas tant ce que sont les limites, je pense qu'on y viendra, on aura le temps, mais en quoi on parle de système et en quoi ça change un petit peu de voir les choses de manière systémique. Il y a deux disciplines scientifiques qui concourent. La première, c'est la dynamique des systèmes, et l'autre, je ne connais pas la traduction en français, mais Earth System Science. En dynamique des systèmes, une œuvre fondatrice dont peut-être tout le monde a entendu parler, c'est le fameux rapport au Club de Rome de l'équipe de Donella et Dennis Meadows du MIT, publié il y a 50 ans et qui avait sonné les cloches à l'époque et encore aujourd'hui, sonné les cloches des décideurs politiques, économiques, parce que c'était un travail sérieux où on met le monde en équation. On fait tourner des modèles et on voit que ça coince niveau croissance. Donc, et à l'époque, c'était encore l'euphorie des 30 glorieuses, etc. Et les questions de type limite environnementale, ça paraissait quand même plutôt lointain. Je peux expliquer un petit peu pourquoi ça avait sonné les cloches. Enfin, c'est assez compréhensible. J'ai moi-même lu alors, la mise à jour 2002 et j'encourage chacun à lire au moins une des versions. Eh bien parce que c'est assez, ça fait appel au bon sens. Il y a 5 grands phénomènes qui sont modélisés et ça, chaque auditeur peut comprendre. Le premier, c'est la population. Et rien que ça, c'est une première limite. Parce que le taux de fécondité ne peut pas augmenter à l'infini. Le nombre d'enfants que font les femmes ne peuvent pas augmenter à l'infini. Le taux de fécondité a même tendance à diminuer structurellement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des pays en voie de dépeuplement. Italie, Chine, Allemagne, dont la population baisse. Parce que le taux de natalité baisse et la population vieillit. Et donc, rien que ça, si on a de moins en moins de gens, il y a toutes choses égales par ailleurs, il y a de moins en moins de possibilités de faire de la croissance. Ils ont modélisé aussi, ça devrait parler aux auditeurs, le capital industriel. Le capital industriel, donc toutes les infrastructures, les usines, tous nos moyens de production. Et là, pareil, une limite qui s'impose, c'est la dépréciation de ce capital. Chaque année, ils s'usent, les infrastructures s'usent, les machines qu'on a s'usent, et le jour où ils commencent à s'user plus rapidement qu'on est en mesure de les renouveler, là aussi, on a une limite. La quantité de ressources qu'il faut investir rien que pour entretenir le capital, ça aussi, ça impose des limites au système. Ce qui m'amène à parler d'autres phénomènes que sont les ressources qui sont modélisées, la pollution et la quantité de nourriture produite. Et ces 5 phénomènes sont interreliés après par des dizaines et des dizaines de variables. De même, sur la quantité de nourriture qu'on peut produire, il y a une limite sur la quantité de terre disponible sur Terre. Il y a une limite sur jusqu'où les rendements agricoles peuvent aller. Là, ça aussi, ça impose une limite. Et qui plus est, la production de nourriture consomme du capital industriel, consomme des ressources et peut se voir dégradée par la pollution. Donc voilà, toutes ces interrelations, et donc on met tout ça en équation, et bon. Alors effectivement, ça amène dans beaucoup de cas des effondrements. C'est pour ça que ça avait sonné les cloches. Il y a des limites à la croissance. Le modèle a été retesté depuis, et effectivement, ça a tendance plutôt à coller à la réalité. Alors après, je pense qu'il faut aussi, pas paniquer, parce qu'il y a des choses sur lesquelles ce modèle a montré des limites. À en croire ce type de modèle, l'Inde n'en serait pas là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire la population a triplé. Le cas de l'Inde faisait très peur aux populationnistes de l'époque, années 70. Oh mon Dieu, ils sont 300 millions, demain ils seront 1 milliard, comment on va nourrir tout ce monde, etc. Effectivement, leur population a triplé, mais c'est devenu aussi un des plus grands exportateurs de blé.
Peu de gens de l'époque qui avaient ce genre de logique de limite auraient pu entrevoir ça. Par ailleurs, alors effectivement, pour le reste, ils ont eu raison sur pas mal de points, mais on peut aussi entrevoir, par exemple, un avenir aujourd'hui avec la dénatalité, où la population commencerait à baisser, la population mondiale commencerait à baisser, principalement pour des raisons de dénatalité, et pas pour des raisons de pénurie de ressources ou de pollution. On peut entrevoir ce genre d'avenir, alors que dans les modèles type Meadows, si la population doit baisser, ce serait violent. Voilà. Voilà pour un des premiers modèles qui depuis fait vivre ce débat. Et c'est pas le seul, il y a eu d'autres travaux depuis. Et je peux un petit peu parler, si vous voulez, de la branche Earth System Science, de manière très abrégée et facile à comprendre, mais je peux développer un petit peu. Merci, et puis merci surtout pour cette vue positive des limites à la croissance, puisqu'on n'a effectivement pas tellement l'habitude de l'entendre de manière aussi positive. Ou en tout cas, l'accent est généralement mis sur les catastrophes et non pas sur l'évolution naturelle. Oui, je pense qu'il faut rester ouvert sur les perspectives, de ne pas dire l'effondrement est inéluctable, voilà, le suspense demeure. Voilà. Ce que je trouve très intéressant quand tu parles des limites sous cet angle-là, c'est qu'on a donc ces 5 points qui ont énormément de liens les uns avec les autres. Tu as mentionné l'espace et l'agriculture, l'énergie et l'agriculture, etc. Maintenant, quand on commence à parler de solutions et de gestion de systèmes, on peut difficilement appréhender l'ensemble d'un coup. Est-ce qu'il y a des sous-limites, des sous-systèmes qui sont à taille, j'ai envie de dire, idéale ou optimale pour travailler là-dessus? Et je pense notamment aux financiers derrière pour être capable de financer quelque chose qui a du sens. Ou est-ce qu'il faut toujours prendre l'ensemble pour apporter une solution? Oui, bien sûr. Alors je pense déjà... le modèle Meadows, alors c'est systémique, ça a l'air très macro, mais ça appelle effectivement à lancer des chantiers à la fois de niveau démographique, par exemple, l'émancipation des femmes, l'accès à la contraception, l'éducation des hommes et des femmes, donc tout ce qui peut limiter les naissances non souhaitées, on va dire. D'autres chantiers évidemment d'efficience énergétique, de sobriété, de transition agroécologique, tout ça c'est dans le rapport aussi, donc ça ne nous laisse pas abattus. Je pense un autre prisme, c'est celui de Earth System Science. À nouveau, je ne connais pas la traduction. Là, peut-être beaucoup ont entendu parler du travail sur les limites planétaires, les frontières planétaires, Planetary Boundaries, qui vit depuis une vingtaine d'années. Alors, je pense qu'on a mis beaucoup de complexité dans le débat, etc. Il y a 9 limites, et puis si on compte les sous-limites, il y en a 18. Ce travail, donc, grandement que fait vivre le Stockholm Resilience Center, donc c'est le centre de recherche qui fait vivre ces travaux sur les limites planétaires, Planetary Boundaries. Il a reçu des objections, il a reçu des critiques sur les choix méthodologiques qui sont faits, et là, moi je passe beaucoup de temps tous les jours à essayer de comprendre tout ça, et là on n'a pas le temps. Si je peux quand même tenter de résumer quelque chose, c'est que certes il y a 9 limites, et puis des sous-limites, par exemple sur l'eau, il y a eau bleue, eau verte, les auditeurs peuvent regarder les définitions, mais au final, tout renvoie au changement climatique, à la biodiversité et à la ressource en eau. De près ou de loin, c'est de ça dont il s'agit. Directement ou indirectement, c'est de ça dont il s'agit. Chose que Meadows ne modélise pas aussi directement. Donc le rapport au Club de Rome parle, déjà à l'époque, le changement climatique, voilà. Alors, la variable pollution peut un peu renvoyer à ça, mais ce n'était pas aussi explicite. La biodiversité n'était pas aussi explicite, et l'eau s'était noyée dans une variable ressource. Or, ça, c'est 3 chantiers, donc changement climatique, biodiversité et eau. Il y a plein de problèmes, on le sait. Et pour maintenant répondre à ta question, une fois qu'on a posé les problèmes, ça appelle à 4-5 très grandes transitions qui appellent à une transformation de fond en comble de l'économie. Il y a le système énergétique, évidemment, qui repose à 80% sur des énergies fossiles. Et donc ça provoque le changement climatique. Et par ailleurs, l'acidification des océans, mais qui est une menace sur la biodiversité, notamment marine. Donc comme je disais, acidification des océans, c'est une des limites, mais au final, ça renvoie à la biodiversité. Donc pour tout ça, il faut revoir le système énergétique de fond en comble, avec tout ce que ça implique, à la fois en termes de comment on produit de l'énergie et quelle quantité on en consomme, avec la question de l'efficacité énergétique et de la sobriété. Mais si on s'arrête au changement climatique, effectivement, on va avoir tendance à trop focaliser sur le chantier énergétique, alors qu'une fois qu'on tient compte des autres limites planétaires, notamment biodiversité et eau, ça va appeler aussi à questionner le système agricole. Consommateur d'espace, consommateur d'eau, qui a un impact fort sur la biodiversité, qui disperse aussi des substances chimiques dans la biosphère, pesticides notamment, engrais.
Donc là aussi, ça va faire appel à une transition dite agroécologique, réduire le travail du sol, réduire les intrants, replanter des haies, enfin une autre agriculture qui est plurielle. Le bio est une modalité, mais pas le seul. Donc énergie, agriculture, ça va appeler à une transition en matière d'aménagement du territoire. Comment on occupe l'espace, le fait d'occuper les sols, de fragmenter les écosystèmes. Le secteur du bâtiment est un élément, le secteur touristique est un élément, le secteur de la gestion forestière est un élément. Donc la manière dont on occupe les sols, c'est un autre des grands chantiers. On entend beaucoup là en France depuis quelques années parler de sobriété foncière, avec notamment la loi zéro artificialisation nette, qui concrètement, pour faire très simple, d'ici 30 ans, vise à ce que le béton recule et la nature réavance. C'est pas rien comme chantier, avec ce que ça implique. Et puis un quatrième grand chantier qui est transformer l'industrie chimique. Donc ça, c'est une des limites planétaires introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Voilà. Bon. Donc tout ce qui est plastique, pesticides, perturbateurs endocriniens, PFAS. Alors c'est peut-être la limite la plus complexe à modéliser, à comprendre, parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. Il y a 300 000 substances qui se baladent dans la biosphère, qui sont disséminées de partout. Seulement 10% sont contrôlées, un peu surveillées. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Puis il y a des effets cocktails entre substances. On a suffisamment d'éléments pour se dire qu'il y a un problème, sans attendre que la science évolue encore sur exactement quelle est l'incidence en termes de cancer, en termes d'infertilité, etc. Bon, on sait qu'il y a un problème et qu'il faut que l'industrie chimique se transforme. Une fois que j'ai posé ces 4-5 chantiers, ça appelle à absolument tout transformer, quoi. Donc effectivement, je découpe un petit peu le problème pour faire comprendre, c'est quoi les grandes transitions à mener. Mais on voit bien que une fois qu'on fait tout ça, c'est tout le système. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'il y a des notions d'inertie, parce que toutes ces solutions-là vont pas être pour demain matin, mais juste pour essayer de rester encore un tout petit peu sur cette question de limite du problème qu'on peut adresser. C'est-à-dire que encore une fois, je me mets dans la peau de l'investisseur qui veut aller aider un pan de l'économie. Comme je ne vais pas pouvoir prendre l'ensemble, si je regarde, par exemple, l'agriculture, comment j'arrive à concevoir mon action dans cet ensemble? Est-ce que je dois prendre, ok, je regarde les sols et les pratiques et j'ai les forêts, le recul de l'artificialisation, etc. Ou est-ce que je peux me contenter finalement de regarder une entreprise qui veut lancer un projet d'agroécologie et puis je me dis c'est très bien et ça suffit. Je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Au bout d'un moment, il faut quand même choisir certains combats. Je veux dire, on ne veut pas rester paralysé dans oulala, tout ça est très complexe, c'est systémique, il y a un problème de fond. Le changement climatique, après tout, ce n'est qu'un symptôme, et puis ça peut effectivement mener à des débats qui sont peut-être fondés. Est-ce qu'il ne faut pas sortir carrément du système capitaliste? C'est ce que certains vont proposer. Effectivement, il y a un problème qui est qu'on n'a pas trop le temps non plus d'attendre que ce débat avance, parce que capitaliste, pas capitaliste, j'en sais rien, mais malheureusement, j'en suis amené parfois à effectivement me focaliser sur des solutions plutôt techniques, pas que techniques au sens alors à la fois de la technologie, des différentes manières de produire, de la sobriété, agir techniquement sur le système, ce qui n'exclut pas évidemment les changements de comportement et les changements politiques. Mais attendre qu'on retourne le système de fond en comble parce que tout ça est systémique et complexe et pourquoi pas, mais là c'est plutôt un chantier de type révolutionnaire. Alors voilà, le débat peut monter, pourquoi pas, mais là je pense non, pour l'investisseur qui nous écoute, effectivement, l'agroécologie c'est quelque chose dans lequel investir. Les énergies bas carbone, qui d'ailleurs c'est une grosse problématique parmi les freins qu'il y a par exemple à l'extension de l'énergie solaire, c'est le financement. C'est ce qui occupe beaucoup de codir, ça je le sais, retour de terrain de développeurs de parcs solaires, c'est l'accès au financement. Parce que la technologie est mature, elle est compétitive, mais elle est très capitalistique. Et les modèles financiers sont assez complexes. C'est surtout ça pour cette technologie-là qui est un peu un frein. Alors c'est en train de se mettre en route, mais oui, des investisseurs qui nous écoutent, c'est ce genre de chantier qu'il faut regarder, tout à fait. Sur l'agriculture, effectivement, alors il se monte des sociétés coopératives agricoles, par exemple. Moi-même, je suis modeste petit investisseur dans une coopérative qui s'appelle Fermes en Vie, montée d'ailleurs par un ancien, on va dire, fondateur d'une licorne de la tech, Marc Batty, que je salue.
Voilà, toute personne peut souscrire au capital de cette SCA, Société Coopérative Agricole, qui aide à l'installation de jeunes agriculteurs sur des fermes qui sont en transmission. On a un vrai problème de renouvellement des générations des agriculteurs. Et ces agriculteurs ont un cahier des charges, entre guillemets, agroécologique, qui peut être bio ou pas bio. Hein. Le bio n'est qu'une forme de pratique agroécologique qui regroupe potentiellement d'autres pratiques. Voilà pour cela. Effectivement, le chantier agricole, vraiment, c'est absolument clé. Alors, pas que pour limiter le franchissement des limites planétaires, voire revenir en espace sûr, mais aussi pour s'adapter aux crises environnementales, entre autres le changement climatique. L'agroécologie étant un facteur aussi de résilience face aux sécheresses et aux inondations, notamment par la réduction du travail des sols qui évite de le tasser par le labour excessif, qui évite de tasser le sol et donc limiter l'infiltration de l'eau, ce qui rend le sol plus vulnérable en cas d'inondation. Mais aussi en cas de sécheresse, puisque en été, lorsqu'il y a des sécheresses, le sol aura stocké moins d'eau. On est obligé de puiser dans des bassines ou alors d'irriguer encore plus parce qu'il fait chaud. Donc on voit bien que voilà, c'est déjà... pour le coup, la transition agroécologique est assez systémique. Hein. Là, on peut se dire, ça y est, on peut y aller. Là. On peut y aller. Après, sur le chantier énergétique, je peux un petit peu développer aussi, mais là aussi, je pense qu'on se pose un peu trop de questions à certains égards. Il y a des chantiers, voilà, faut y aller, quoi. Il y a assez de savoir scientifique pour se dire qu'investir dans l'énergie solaire, investir dans l'énergie éolienne, ce sont de bonnes idées. Ça suffit pas. Si on le fait sans agir en même temps sur la limitation de la demande, ça suffira pas. Mais ça ne doit pas dispenser de se dire qu'il faut quand même investir dedans. C'est pas au nom de attendons que le monde soit sobre, se dire on met un moratoire sur les énergies renouvelables ou sur les énergies bas carbone parce qu'on perpétue la fuite en avant. Hein. Donc voilà, faut agir sur les deux fronts, sobriété et production d'énergie bas carbone. Alors effectivement, je pense que le monde capitaliste, on a envie de le garder en tant que financier. Donc merci pour ça. Et juste pour revenir sur ce dernier point, et après je reviendrai à l'aspect inertiel des systèmes. Mais... Oui, que je n'ai pas développé. Ouais. Oui, on va y revenir. Ouais. Finalement, comment tu as une dimension investissement, effectivement, sur des choses qui aujourd'hui semblent évidentes, même si les capitaux ne sont pas forcément immédiatement libres, peut-être que des idées de taux d'intérêt différenciés, etc., qui sont dans l'air serviront. Mais tu as le deuxième aspect qui est sobriété, qui est quelque chose d'assez complexe à financer. Est-ce que tu vois des projets qui aident dans cet aspect-là ? Parce que financer, du moins, c'est compliqué. Oui, il y a des cas dans l'énergie et dans l'eau que je peux citer où effectivement l'idée c'est aussi de trouver des modèles économiques. Bon, il y a l'entreprise Octopus Énergie dirigée par notre ami Vincent Maillard, que je salue également s'il nous écoute. Voilà, non mais je pense qu'il faut saluer les entrepreneurs de ce domaine aussi. Enfin, il y a de belles énergies. Voilà, je suis tous les jours fasciné et je me sens moins seul qu'il y a 15-20 ans sur ces sujets. Je pense qu'il y a du frémissement. Non, Octopus Énergie, concrètement, vous avez peut-être vu les pubs dans le métro si vous circulez à Paris ou depuis votre voiture, je ne sais pas où, mais ils vous payent pour consommer moins d'énergie. Donc derrière, c'est qu'ils ont probablement un modèle économique, mais effectivement un fournisseur d'énergie qui vous rémunère pour consommer moins d'énergie, c'est plutôt intéressant. Donc faut trouver ces modèles économiques-là. De même dans l'eau, le modèle économique marche sur la tête. C'est-à-dire, plus on consomme de l'eau, plus les gens qui pompent de l'eau gagnent de l'argent, plus on pollue l'eau, plus les gens qui dépolluent l'eau gagnent de l'argent. Donc en fait, on récompense les acteurs pour pomper et pour dépolluer. Alors qu'il faudrait... alors certes, il faut les payer, c'est sûr, mais il faut aussi inverser les incitations pour justement inciter à la sobriété et à la prévention des pollutions. Là aussi, il y a des modèles économiques qui se mettent en place. Alors il y a la tarification progressive de l'eau, on peut insérer dans les délégations de services publics des collectivités des clauses pour inciter justement aux économies d'eau et à la prévention des rejets. Côté industriel aussi, certains commencent à y voir dans leur limite pur intérêt financier à prévenir les rejets parce que c'est moins coûteux que de payer pour leur pollution. Donc tout ça, les modèles économiques vont se mettre en place si on met en œuvre des principes type pollueur-payeur ou si on est juste confronté à un mur à un moment aussi. On est juste confronté à un mur au-delà duquel polluer plus, ça devient juste trop coûteux à dépolluer. Le cas des PFAS, là, donc un des polluants là, qui fait peur à tout le monde et à raison,
aussi des cas de pollution au nitrate. Au bout d'un moment, encore une station d'épuration en plus, avec des produits chimiques encore plus complexes, encore de la consommation d'énergie en plus pour dépolluer tout ça, parce que c'est quand même... on en revient un peu aux médoses, au final on pollue et il faut consommer de la ressource pour polluer moins, et à un moment le système s'épuise pour ne pas s'effondrer, quoi. Bon, globalement c'est un peu l'idée. Sauf que ça a une limite, et effectivement là on voit que déjà le système nous rattrape, mais qu'on peut être un peu plus proactif en plaçant les bons incentives pour intéresser les investisseurs à aller sur ces marchés qui commencent à se dessiner de la sobriété et de la prévention des rejets. Merci. Alors justement, ça me ramène à mon sujet du jour, d'essayer de comprendre mieux la systémique et comment nous, on peut essayer d'utiliser ça en tant qu'investisseur. Et je repense aussi à ce qu'on se disait avant ce plateau, sur la taille du système que je conçois quand je regarde les choses. Donc effectivement, si j'intègre la sobriété sur un périmètre un peu différent d'activité, on parlait de voiture versus mobilité. Je ne sais pas si tu veux peut-être nous en dire un mot en même temps que on parlait d'inertie, donc c'est à ça que je voulais revenir. Transformer la mobilité, ça prend du temps, et en attendant, les problèmes sont là. Donc, tout à fait. Y a un des gros problèmes qui est pour le secteur du transport, les effets parcs et le temps de renouvellement des parcs. Même si, alors aujourd'hui, en Chine et en Europe, 30% des voitures neuves vendues doivent être électriques, quelque chose comme ça. Et de toutes les analyses de cycle de vie qu'on a, indiquent que la voiture électrique, c'est globalement moins émissif que la voiture à essence. Alors, on limite l'intérêt quand on prend une SUV électrique plutôt qu'une voiture électrique légère, mais donc j'invite les gens aussi à cette sobriété-là. Mais effectivement, si on prend le système isolé voiture électrique versus voiture thermique, c'est avantageux la voiture électrique, c'est sûr. Bon. Ensuite, déjà, il y a un souci qui est même le jour où 100% des voitures neuves vendues sont électriques, il faut encore attendre un moment avant que 100% du parc soit électrique. Là, on estime qu'au mieux, selon les projections, c'est à partir des années 30 que le nombre maximum de voitures thermiques en circulation dans le monde commencerait à baisser. On atteindrait son pic avant de commencer à baisser. Donc c'est quand même un peu lointain, alors même que les ventes de voitures neuves électriques décollent assez vite en ce moment. Donc cet effet parc, alors après je parle même pas des avions, les avions qu'on vend cette année, ils vont voler dans le ciel pendant des décennies. Voilà, donc là aussi il y a une inertie du système. De même sur les camions qu'on met sur les routes, et qui plus est, le camion bas carbone est plus lointain que la voiture bas carbone. Donc c'est au mieux à partir des années 30 qu'on peut imaginer des technologies de camions vraiment bas carbone. Alors, est-ce que ce sera hydrogène, est-ce que ce sera électrique? Là, je ne vais pas rentrer dans cette analyse-là, mais en tout cas, c'est pas tout de suite que c'est en train de décoller. Voilà, c'est la voiture. Donc déjà, rien que la flotte de transport, il y a un temps de renouvellement. Et alors après, ce qui peut être un petit peu embêtant aussi, c'est effectivement en système isolé, à nouveau, une voiture thermique, c'est désavantageux par rapport à une voiture électrique, certes. Si on élargit un peu le spectre, si le pétrole qui n'est plus consommé par la voiture électrique que je viens d'acheter, il est consommé dans une autre voiture thermique en circulation ailleurs dans le monde. Ou alors, on l'utilise pour faire circuler plus de camions. Ou alors, on l'utilise pour faire voler plus d'avions. Alors certes, diesel d'un côté, kérosène de l'autre, mais les raffineries de pétrole peuvent investir pour produire en proportion un peu moins de diesel, un peu plus de kérosène, et d'ailleurs elles le font. C'est largement connu. Donc voilà, là, à l'échelle du système, on voit que on économise quelque part, ça fuit ailleurs, quoi. On coupe une tête quelque part, ça repousse ailleurs. Ce qui appelle effectivement à agir sur l'ensemble du système, alors politiquement. C'est là que je pense que les acteurs économiques qui sont là aussi pour maximiser les profits pour les actionnaires dans les limites de la réglementation. Donc le secteur du transport aérien, il ne va pas s'autoréguler, ça c'est extrêmement certain. Après, c'est pas un travail politique facile non plus. Bon, déjà, ça sert à rien que la France y aille seule, il faut agir minimum à l'échelle européenne. Effectivement, taxer le billet d'avion pour inciter à une modération du transport aérien qui fait de la croissance assez rapide. C'est le genre de choses qu'il faudrait faire. Après, est-ce que la France se tirerait pas une balle dans le pied industriellement, sachant qu'un des rares fleurons industriels qui nous reste, c'est en gros le luxe et l'aéronautique. C'est
c'est complexe, donc c'est pas moi qui suis au pouvoir. mais depuis mon ordinateur ou depuis ce podcast, c'est le genre de choses qu'il faudrait, qu'il faudrait idéalement faire. Voilà. Puis on a aussi l'industrie du tourisme, ce qui fait quelques pourcents de PIB. Donc... Exactement, tout ce qui est corollaire, je ne sais pas comment le dire, mais effectivement périphérique à l'aviation, tout à fait. Oui, oui, bien sûr, le tourisme de masse, la France qui, effectivement, parmi ses sources d'exportation, entre guillemets, il y a aussi le tourisme. Hein, donc, même si, bon, il ne faut pas... plus exagérer ce point que ça. Alors j'ai pas le chiffre exact en tête, mais sur les 80 ou 100 millions de touristes qu'accueille la France chaque année, je pense quand même qu'il y en a une moitié qui viennent autrement que par l'avion. À fact-checker, mais c'est pas négligeable la proportion de touristes qui viennent en France. Et puis si on limite aussi le transport aérien, plus de Français vont rester faire du tourisme en France, plus d'Européens qui iraient ailleurs viendraient peut-être aussi en France. On serait pas forcément si perdant que ça. Cependant, tu as raison de souligner qu'il y a quand même une économie florissante autour du transport aérien, oui, c'est sûr. Merci. Alors pour poursuivre ces questions autour de l'inertie, il y a aussi tout le système énergétique, puisqu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. On a mentionné que c'était pas tout seul et que si on regardait que le climat, on avait tendance à se focaliser que sur l'énergie. Mais ça reste quand même un des piliers de la transformation avec, tu as mentionné la biodiversité et l'eau. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur les sujets d'inertie dans ce système énergétique qui est finalement avec des actifs très longs et qu'on ne change pas si facilement? On a un peu le même problème qu'avec les voitures ou les avions. Une centrale à charbon qu'on met en service cette année, c'est en général pour l'investisseur, pas pour la fermer dans un an. De même pour une centrale à gaz qu'on met en service cette année, c'est pour qu'elle tourne des décennies. Et on continue d'en mettre en service dans le monde et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, je pense déjà, sur les basiques de la transition énergétique, le gros chantier, c'est déjà de décarboner l'électricité. Ça nous ferait faire une bonne partie du chemin déjà pour décarboner l'économie. Rien que décarboner l'électricité. Et on a assez de retours d'expérience à l'échelle de systèmes électriques nationaux, et même européens, américains, australiens, où on voit le système électrique se décarboner. Alors, souvent pas assez vite, mais on a le recul suffisant pour se dire que c'est possible. Alors, pour autant, les émissions de CO2 de l'électricité dans le monde continuent d'augmenter, notamment, et c'est pas pour leur jeter la pierre, je décris ce qui est à l'œuvre, l'Asie, Chine et Inde notamment, qui augmentent leur consommation de charbon pour produire l'électricité dont ils ont besoin pour nourrir leur croissance. Alors, la grande priorité, c'est déjà de sortir du charbon. Voilà, ça déjà ce serait une bonne partie du chemin de fait pour réduire les émissions de CO2. Et juste pour faire une pause, donc décarboner l'électricité, puis électrifier ce qui peut l'être. J'ai parlé du transport tout à l'heure, il y a aussi électrifier le chauffage, notamment par les pompes à chaleur électriques, qui là aussi sont, on le vend en poupe. Enfin voilà, c'est une technologie qui se développe assez vite, qui peut non seulement fournir de la chaleur bas carbone pour les maisons et les bureaux, mais aussi pour l'industrie, pour le chauffage basse température. Donc, par exemple, une grosse partie de l'industrie agroalimentaire, c'est pas du chauffage à 500 ou à 1000 degrés comme une industrie comme l'acier, c'est de la chaleur basse température. Et une bonne majorité de la chaleur industrielle peut être substituée par des pompes à chaleur. C'est plutôt une bonne nouvelle, donc voilà, c'est un chantier dans lequel investir. Voilà, encore faut-il que cette électricité qui va pousser les transports et le chauffage soit bas carbone. Là-dessus, bon... effectivement, on peut se dire on met en service une centrale à charbon aujourd'hui, c'est pas pour la fermer demain. Bon, il se peut quand même que les énergies bas carbone, notamment solaires couplées à des batteries de stockage et éolien, soient juste plus compétitives et que ça vaille pas le coup de faire tourner la centrale à charbon. C'est un scénario qui pourrait se dessiner. Ensuite, pour les centrales à gaz, alors certes, on en installe, mais c'est des investissements relativement faibles. Et par contre des coûts d'exploitation assez importants. Donc le modèle derrière de ces centrales à gaz, ça pourrait être que certes on en installe pas mal de capacités, mais qu'elles tourneraient peu à travers l'année. Je suis pas en train de faire la promotion du gaz, je suis juste en train de dessiner un scénario positif. Effectivement, toutes ces centrales à gaz, mais quoi. Donc économiquement, ça peut valoir le coup de les installer parce que c'est pas si capitalistique. En revanche, pour les faire tourner, les OPEX sont importants. Donc le rôle que ça pourrait jouer, c'est à la marge d'un système électrique essentiellement bas carbone. Et si l'on en croit les projections des experts, essentiellement éolien et solaire. La relance du nucléaire va prendre du temps mondialement et encore beaucoup de pays n'ont pas de politique de relance du nucléaire
Bon, en France où on en a une, on pourrait revoir les choses redécoller au mieux à partir de 2035, 2040. Donc, entre-temps, il faut bien faire quelque chose et à court terme, vu l'urgence, faut faire autre chose et on a les solutions qu'on a avec l'éolien et le solaire. Donc tous les plans, les trajectoires, scénarios de décarbonation qu'élaborent les experts donnent une place très importante à l'éolien et le solaire. Je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant, notamment en France, où l'information est un peu curieuse à ce sujet parfois. Bref, je reviens. Donc, ce mix futur, effectivement, il pourrait y avoir un reliquat de gaz qui tourne lorsqu'il n'y a pas de vent et de soleil. Donc, ça pèserait de l'ordre de 5-10% de l'électricité qu'on consomme. Peut-être qu'avec des technologies type hydrogène, plus tard, on pourrait éliminer ce 5-10%. Moi, je suis là, bon, effectivement, si demain, on a un mix 70-80% éolien solaire, de l'ordre de 10% hydraulique, et il reste de l'ordre de 5-10% de gaz pour l'électricité, c'est quand même pas mal qu'on aura fait une partie du chemin. On peut peut-être imaginer des technologies de capture de carbone aussi qui éliminent carrément mais bon, c'est à développer, hein. C'est pas totalement mature, mais on peut imaginer qu'à horizon 10-20 ans, ça le soit. Et donc, on aura réalisé une bonne partie du chemin. Alors, de quelles données empiriques on dispose pour pouvoir espérer ce genre de choses? Bon, l'Europe, on n'aurait pas cru il y a encore 10 ans, mais 35% de l'électricité qu'on consomme provient uniquement de l'éolien et du solaire. C'était à peine 15% il y a 6 ans. C'est allé assez vite. Après, on a des plus petits systèmes comme celui de l'Australie méridionale. Donc, c'est une région d'Australie peuplée de 2 millions d'habitants qui, en 15 ans, est passée de 100% fossile, charbon et gaz, à plus que 30% fossile et encore que gaz. Donc, ils sont sortis du charbon. Et 70% éolien et solaire. Ils n'ont pas de fleuve exploitable. Donc, et en plus, c'est quasiment un îlot énergétique puisqu'ils n'ont qu'une interconnexion avec le reste du continent australien. Alors, ce n'est qu'une petite population, etc. Mais bon, on a ces observations qui commencent à s'accumuler sur des petits systèmes à droite à gauche, parfois sur des plus gros systèmes comme celui de l'Europe qui se décarbone, qui permettent d'imaginer qu'en effet, les renouvelables évacuent, alors d'abord en urgence le charbon, puis le gaz. J'aurais aimé avoir à proposer mieux et plus de technologies et des technologies qui ne soient pas, certains disent intermittents, d'autres variables, le bon terme est variable, donc qui ne soient pas soumises aux aléas du soleil et du vent. Face à quoi on a quand même fait pas mal de progrès à la fois en termes de recherche et de développement industriel pour juguler cette variabilité. Le stockage avait beaucoup de progrès. Là, le couple solaire plus batterie, ça commence à laisser espérer que les étés, on ait un flux d'électricité permanent. Et il n'y a pas besoin de tant de batteries que ça j'invite les gens à faire leurs recherches. Voilà pour ça. Bon, c'est des perspectives juste un peu positives. Après tout ça, évidemment, ne va pas assez vite et ne dispense pas de la sobriété, dont je ne saurais trop parler, quoi. Voilà. Alors ça amène presque 2 questions supplémentaires. L'une sur la sobriété et l'autre pour revenir à ce sujet de temporalité, parce qu'effectivement, je vais commencer par la temporalité, on a tendance à croire qu'on va pas vite et on se rend compte finalement qu'on surestime la vitesse à court terme de ce qu'on peut faire, mais qu'on la sous-estime à long terme. Donc quand tu parles d'horizon à 5-10 ans, peut-être qu'on peut être un peu plus optimiste que quand on regarde juste ce qui s'est passé sur 1 année ou 2 années. Je ne sais pas si c'est aussi ce que tu vois dans ces systèmes-là. Oui, on peut... l'histoire suggérerait qu'un système électrique, finalement, peut se décarboner en 20-25 ans. La France l'a réussi avec son programme nucléaire. Bon, là, il y a peu de choses dans les cartons, dans le monde qui laissent imaginer ça, mais qu'une chose semblable soit reproductible avec les énergies bas carbone, oui, je pense qu'on peut l'espérer. Alors, peut-être pas 100% bas carbone, mais comme je disais, il restera peut-être un reliquat de gaz. Mais je pense en termes de temporalité, c'est un peu ça qu'on regarde. Ensuite, le chantier d'électrification du chauffage avec les pompes à chaleur, j'ai pas d'ordre de grandeur en tête, mais pareil, on regarde de l'ordre de décennies. Pour la flotte de transport, je crains que ce soit un peu plus compliqué. Il y a quand même des freins au déploiement de la voiture électrique. Il peut y avoir des contraintes d'approvisionnement. On parle beaucoup du cuivre. Alors après, le cuivre aussi peut être une contrainte sur le chantier de renforcement des réseaux. Nécessaire au déploiement de l'infrastructure énergétique de demain. On a besoin de renforcer les réseaux électriques. On investit moins que de besoin dedans. Alors c'est à la fois un problème d'investissement, de mise en mouvement des acteurs.
À terme, il peut aussi y avoir des contraintes sur le cuivre. Alors, on a un peu exagéré tout ça, hein, parce que bon, avec ce genre de logique, attention, on va manquer de ceci, attention, on va manquer de cela, on aurait pu la dessiner au début des années 2000 pour dire la transition numérique n'aura jamais lieu, on n'aura jamais tous des smartphones, etc. Enfin, parce qu'il y a besoin de beaucoup trop de métaux très complexes et tout. Voilà, il faut être un peu prudent sur ce genre de choses, sans nier le fait que tout ce que j'évoque ici peut être ralenti. Il y a suffisamment d'analyses sérieuses pour dire qu'un problème comme celui du cuivre peut ralentir la transition. Raison de plus pour faire de la sobriété, à nouveau, sans vouloir taper sur le SUV électrique. Ça consomme, je crois, de l'ordre de 2-3 fois plus de métaux qu'une petite voiture électrique. Donc, c'est quand même pas rien, là. Donc, comme 50% des voitures neuves vendues, que ce soit thermiques ou électriques, sont des SUV, donc c'est la moitié du marché. Voilà, ça peut allonger le temps nécessaire pour faire la transition, sans parler aussi des impacts liés à l'extraction minière, qui sont loin d'être négligeables aussi. Alors, effectivement, on dit souvent que la transition va aggraver l'extractivisme, notre empreinte minière. Bon, je pense déjà qu'il faut un petit peu faire un pas de côté là-dessus. Le monde n'a pas attendu la transition énergétique pour être extractiviste. Que dire d'autre ? Le fait d'extraire plus de métaux que si on ne fait pas la transition, c'est aussi d'un autre côté extraire moins d'énergie fossile, et une grosse quantité de ce qu'on extrait du sol dans le monde quand même, c'est les combustibles fossiles. Et puis à nouveau, le problème de l'extractivisme est beaucoup plus général. La transition, c'est une partie, mais une grosse partie de ce qu'on extrait du sol, c'est pour le secteur du bâtiment. Hein. On en revient aussi à ce que je disais sur l'aménagement du territoire, le bâtiment. Donc c'est une problématique d'occupation des sols, c'est aussi une problématique de consommation de matière. Le gros des métaux, du ciment, du béton qu'on consomme, c'est pour les infrastructures, les bâtiments, enfin voilà, les ponts, les routes, enfin c'est une grosse quantité de matière, tout ça. Effectivement, la transition va nécessiter aussi notamment d'augmenter l'extraction de certains métaux, dont certains de manière significative, comme le lithium, mais la problématique de l'extractivisme est plus globale que ça. Alors voilà, non, pour en revenir sur la temporalité, oui, c'est voilà, déjà 50 ans pour la faire, oui, c'est un minimum, hein, avec tous les freins que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà, le chantier de la sobriété n'avance pas assez, ce qui allonge le temps qui sera nécessaire, et surtout fait que pendant ce temps-là, on va émettre trop de CO2 et potentiellement rater nos objectifs. Alors je parle même pas de l'objectif plus 1,5 degré qui est déjà voilà, qu'on peut malheureusement dire que c'est mort, mais l'objectif 2 degrés aussi, le budget carbone qui nous reste n'est pas énorme là, et le monde n'est pas au bon rythme pour le tenir non plus, hein. Voilà. Et au-delà de 2 degrés, c'est des gros risques dont on parle, hein. Même déjà là, on voit que voilà, il y a déjà des gros risques à plus 1,5 degré là les inondations au Pakistan l'an dernier, donc c'est terrifiant, celle en Libye cette année, des études d'attribution indiquent que le changement climatique les a intensifiés. Donc c'est une branche de la climatologie qui s'appelle la science de l'attribution. Donc c'est ça le problème qu'on a, effectivement. On a un problème de temporalité. Malgré le fait que certaines technologies se déploient vite, ça ne suffit pas, et il faut mobiliser absolument tout ce qu'on a toutes les armes qu'on a à notre disposition, rien que sur ce sujet climatique. Et encore, on a parlé des autres limites planétaires aussi, qui invitent à déployer un arsenal encore plus large. Et c'est pour ça que je disais, là ça appelle à transformer toute l'économie de fond en comble. Les quelques secteurs clés que j'ai énoncés, ils sont absolument... c'est la colonne vertébrale de l'économie. Agriculture, énergie, aménagement du territoire et chimie. Enfin, ouais, bref. Merci. Alors, ce qui est bien, c'est que là, tous les sujets que tu viens d'énoncer rappellent aussi l'eau que tu avais mentionné, sur lequel on n'a pas pris beaucoup de temps. Mais... On se rend bien compte de la difficulté finalement où on peut voir le système dans son ensemble, mais n'apprécier qu'un morceau à la fois, sinon on n'est pas très opérant. Et finalement, quand on a un morceau, on opère et on voit bien que l'étape suivante, c'est le morceau d'à côté. Donc on va avoir besoin de pas mal d'énergie et de ressources. On peut parler d'eau pour le coup, et en termes de temporalité, c'est un peu plus d'inertie, c'est un peu plus encourageant. Alors déjà, il y a un premier truc, en cas de crise vraiment aiguë de l'eau, on peut rationner. Alors, je ne le souhaite pas, mais on voit Mayotte là. Alors, on en est là, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, j'ai pas suivi l'actualité depuis un moment, mais pendant des mois, et peut-être encore maintenant, 2 jours sur 3, l'eau était coupée. Alors, pour le coup, ça, il n'y a pas d'inertie, hein, on décrète, et d'ailleurs, la sécheresse qu'on a eue en 2022 en France, voilà, on décrète, là, vous ne pouvez pas puiser d'eau, là, vous ne pouvez pas arroser votre jardin, vous ne pouvez pas arroser vos champs de maïs, vous ne pouvez pas remplir votre piscine. Ça, pour le coup,
overnight, c'est des décisions qui peuvent se prendre. Alors, il faut essayer d'y aller plus gentiment. Un grand chantier, c'est l'agriculture, et l'agroécologie présente aussi des bénéfices en termes de consommation d'eau, notamment, entre autres, du fait de stocker l'eau dans des sols, plutôt que dans des bassines où elle va s'évaporer. Et ça, alors une transition sur une parcelle, c'est de l'ordre de plutôt 5 ans. Alors, il y a un investissement de départ pour se former à de nouvelles techniques de culture, mais c'est pas monstrueux, et commencer à adopter des pratiques un peu pas très coûteuses, comme le couvert végétal permanent. Alors là, maintenant, c'est en train de passer à grande échelle en France, en assez peu de temps. Il y a même une réglementation qui, alors je connais pas les modalités exactes, mais qui fait que les agriculteurs adoptent le couvert végétal permanent maintenant à grande échelle. Réduire le travail du sol, c'est quelque chose qui, enfin, sans aller jusqu'au non-labour complet, voilà, j'ai jamais labouré, mais par exemple les techniques culturelles simplifiées sont quelque chose qui se déploie à grande échelle. Et ça, voilà, arriver au bout d'une telle transition, techniquement, c'est plutôt de l'ordre de 4-5 ans, y compris pour commencer à en voir les bénéfices, en termes de biodiversité, en termes de stockage de l'eau. Donc ça, c'est pas monstrueux. Après, il faut y inciter, il faut rémunérer les agriculteurs qui ont raison en ce moment d'être en colère. Des normes, et pas plus d'argent, alors qu'ils en ont déjà pas beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose à... voilà. Après, je sors de mon champ d'expertise, mais comment on peut reconfigurer la PAC et les aides aux agriculteurs pour inciter vers ces techniques. Il n'y a pas rien qui est fait. Là, comme je viens de dire, il y a des pratiques qui passent à grande échelle. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Enfin, pour le coup, la transition agricole, à certains égards, ça me paraît moins un chantier dantesque que la transition énergétique, où effectivement, il y a pas mal de blocages. Je parlais du cuivre, la centrale à charbon, zut, elle va tourner longtemps, merde. Et puis l'avion, et puis les gens sont pas contents s'ils prennent moins l'avion. Bon, bref, il y a quand même pas mal de freins sociaux, techniques, et puis inertiels. J'ai l'impression qu'il y a moins ça sur la transition agricole, et qui plus est, le monde agricole est un monde pour qui l'adaptation, c'est dans son ADN. Ils ont déjà dû s'adapter à plein de trucs de tout temps, et là, le changement climatique, on va s'adapter à ça, mon sol n'est pas résilient face aux aléas climatiques, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, voilà, ils ont plus ça dans leur ADN, s'adapter. Après, voilà, faut pas trop tirer sur la corde non plus, là, je comprends qu'ils soient à bout, voilà. Merci Cyrus pour cet apport surtout d'optimisme dans ces sujets-là, puisque pour une fois, on n'est pas juste en train de voir l'urgence et les catastrophes qui viennent. J'ai peut-être une dernière question, parce qu'on a parlé beaucoup de l'inertie, finalement, de tous ces aspects physiques des choses, mais il y a aussi une inertie dans le système financier, c'est-à-dire que pour investir dans tout ce que tu as mentionné, mobilité, énergie propre, etc., il faut aussi du capital, et ce qui nécessite a priori de désinvestir des industries entre guillemets d'avant. Or, on ne peut pas désinvestir avant d'investir parce qu'il faut bien que ça tourne. Est-ce que tu as des avis là-dessus, même si je sais oui, c'est absolument clé. D'ailleurs, ça peut alimenter le débat sur capitalisme, pas capitalisme. Alors, on peut le regretter, mais tous les chantiers que je viens d'évoquer là, il va y avoir besoin de capital. Il faut se désinvestir massivement de certains secteurs et investir massivement dans d'autres. Je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, mais il est évident qu'un secteur comme l'énergie solaire ou éolienne doit devenir plus puissant industriellement et donc financièrement. Il a besoin de faire des bénéfices qui réinvestit dans d'autres champs solaires, etc. On est dans une guerre politique et industrielle, c'est-à-dire il faut, alors à la fois que le secteur des majors pétrolières se transforme, mais ça c'est un scénario qui peut être plus ou moins complémentaire d'un scénario où les entreprises des énergies bas carbone provoquent la défaite industrielle et de l'autre côté. C'est-à-dire on est quand même dans quelque chose de pas... c'est pas bisounours quoi. Enfin, pendant longtemps le secteur pétrolier a plutôt nui à la lutte contre le changement climatique. Alors déjà la reconnaissance du changement climatique avec le financement de campagnes climato-sceptiques, on en a largement la trace par exemple de Exxon et même Total, puis à nuire à la crédibilité des solutions pour lutter contre le changement climatique, et ça c'est toujours en cours. Donc on est dans un combat, et dans ce combat il faut du capital pour le remporter. Alors capital privé, effectivement, c'est d'autres infrastructures demain, d'autres systèmes. Capital public aussi. Alors, j'ai parlé un peu de l'investissement dans les réseaux électriques, c'est plutôt un bien public. C'est aussi d'autres infrastructures publiques, pistes cyclables, voilà, c'est un grand chantier d'investissement. Les bâtiments publics à isoler. Et puis, la manière de réaménager les villes. Alors, sortir de ce paradigme tout béton,
des chaussées imperméabilisées de partout. De plus en plus, la nature en ville a le vent en poupe, et ça va être un mot de conclusion, mais c'est un sujet assez systémique, mine de rien, à la fois pour recréer des îlots de fraîcheur, pour remettre de l'eau dans le sol des villes, limiter les risques d'inondation et de ruissellement. C'est un grand chantier à tel point que les pépiniéristes sont en pénurie. Toutes les villes commandent des arbres, tout le monde veut se reverdir, donc c'est chouette, remplacer des parkings par des parcs, des arbres, etc. Effectivement, ce sera plus résilient face aux canicules, ça crée des stocks de carbone dans le sol. Ce ne sera pas significatif pour réduire le changement climatique, mais on parle là plutôt, on va dire, d'adaptation au changement climatique. Et là aussi, en termes de capital public, ça va être différent. Je finirai là-dessus, mais voilà, il faut se dire, les chantiers d'investissement sont assez colossaux, et y compris pour financer la formation du capital public, il va falloir de l'argent. Il faut que quelqu'un constitue du capital pour pouvoir financer ces grands chantiers, y compris sur l'espace public. Merci beaucoup Cyrus pour ce mot de fin très, très éclairant et surtout opérant pour nous. Peut-être une dernière petite question qui va devenir une question rituelle dans ce podcast. Est-ce que tu as, en dehors de ton podcast Plan B évidemment, soit d'autres podcasts, soit des livres, soit une référence que tu voudrais partager et que nos auditeurs pourraient regarder? Oui, récemment j'ai lu le livre que je salue de Vera Nikolsky, Féminicène, qui est... alors je lui ai demandé s'il était collapso-féministe. C'est une question qui m'est venue, un terme que j'ai inventé comme ça. Je me dis, finalement, les gens qui s'intéressent à l'effondrement type Meadows, etc., s'intéressent pas tant que ça à la question de l'émancipation des femmes. Et les gens intéressés par la question de l'émancipation des femmes se posent pas tellement la question de en quoi les questions d'effondrement, de pénurie peuvent re-questionner ou impacter l'émancipation des femmes. Donc dans le livre, elle déroule quelles sont les véritables raisons de l'émancipation des femmes. Alors, les luttes féministes en font partie, mais le gros facteur, ça a été le progrès médical, technique, qui arrache les femmes des tâches qu'elles faisaient avant, qui les arrache du fait de devoir faire beaucoup d'enfants parce que la mortalité infantile était élevée. J'invite les gens à parcourir le livre, mais effectivement, la révolution industrielle a été déterminante. Révolution industrielle, médicale et aussi agronomique, donc pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ça a été déterminant. Et en revanche, ce qui, à l'avenir, menace cette émancipation, c'est un peu tous les sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure. Un monde en pénurie et en chaos climatique, c'est pas bon. Ça présente concrètement le risque que les femmes soient à nouveau reléguées comme à leur statut du 19e siècle. Et le chantier auquel elle appelle, c'est un peu la conclusion du raisonnement, que les femmes investissent davantage les métiers techniques, scientifiques, qui sont un peu encore un des derniers bastions des hommes. Alors, qu'elles les investissent non seulement pour trouver des solutions à tous les soucis là, dont on parle depuis tout à l'heure, mais aussi être en position de force pour le jour où, quoi. Voilà. Je le recommande, ce livre est intéressant, il a fait plein d'interviews aussi. Après, des livres, il y en aurait beaucoup d'autres. J'ai lu Don Juan de Molière tout à l'heure, je pense qu'il faut aussi un peu lire autre chose, que on a une belle langue, où de grands auteurs ont écrit de belles choses, il faut aussi un peu faire un pas de côté, parce que ces sujets-là peuvent être un peu, à la longue, prenants. Donc lisez autre chose aussi, pas que effondrement, limite planétaire, pénurie et transition, certes, oui, pour régler tout ça. Merci beaucoup Cyrus, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.